Bienvenue à toutes et à tous sur cet atelier dédié aux enjeux de l'industrie bas carbone en Afrique du Nord. Et pour cet atelier, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Othman El Alaoui, VP Business Development chez Innovix, donc filiale de l'OCP. Vous pourrez revenir plus en détail sur les activités d'Innovix. Monsieur Fatmi Squali, directeur financement de Projet Group au sein d'Attijari Wafa Bank. Et Monsieur Bassem Snaïj, membre du conseil d'administration et chercheur associé au sein de l'IREMO. Et également professeur associé à Sciences Po Paris, associé gérant de Cosmos Advisors. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Donc l'idée de cet atelier sera vraiment de revenir un petit peu sur l'enjeu de l'industrie bas carbone en Afrique du Nord, puisque l'industrie nord-africaine est l'une des plus avancées en termes de production et d'acquisition de capital sur le continent africain et participe à près de 10% du PIB de la chaîne de valeur manufacturière mondiale et possède en plus de cela un grand potentiel en termes d'énergie renouvelable, avec par exemple pour le solaire près de 2000 à 3600 heures d'ensoleillement par an sur l'Afrique du Nord, qui en fait un grand potentiel en termes d'énergie solaire, mais qui, comme a pu le démontrer l'actualité climatique, est confrontée à des enjeux et des risques environnementaux, notamment liés à du stress hydrique ou alors justement à une chaleur qui est de plus en plus intense. Et justement, pour commencer un petit peu ce panel, Bassem, est-ce que tu pourrais revenir pour nous, un petit peu nous présenter en quoi est-ce que la décarbonation pourrait être une opportunité pour la région Afrique du Nord, d'être un levier de compétitivité et aussi renforcer le positionnement climatique, d'impact climatique de la région Afrique du Nord? Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Merci de nous accueillir. La décarbonation en Afrique du Nord n'est pas un sujet théorique. C'est une obligation, tout simplement parce que dans certains pays de l'OCDE, il y a encore beaucoup de discussions sur la réalité ou pas du changement climatique. Pour ceux qui veulent encore discuter de ce sujet, nous les encourageons à aller passer quelques mois en Afrique du Nord, où la température moyenne a déjà augmenté de 2 degrés et elle est sur une courbe de croissance pour être à 4 ou 5 degrés de plus à la fin de ce siècle. Donc, le changement climatique est déjà là, ce n'est pas une théorie de laboratoire. Et donc, décarboner en Afrique du Nord n'est pas une opportunité seulement, mais c'est une obligation. Toute contrainte contient des opportunités. La source du problème est probablement la source de la solution. C'est ainsi que la potentialité de développement d'énergie alternative, basée notamment sur le solaire, est une grande chance et probablement la voie principale de sortie de cette crise qui s'exprime de plus en plus intensément. On l'a vu aussi récemment que cet été dans plusieurs pays de la région. Donc la décarbonation est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. Et tous les pays de la région, notamment le Maroc, qui a pris un peu d'avance dans ce sujet, sont extrêmement bien placés pour produire des solutions décarbonées, non seulement pour leurs propres besoins, mais potentiellement pour devenir des fournisseurs d'énergie. Ce qui, pour certains pays, notamment comme le Maroc, qui est un importateur d'énergie, changerait la donne stratégique du pays. Ce n'est pas quelque chose de conjoncturel. Donc le Maroc serait un exportateur potentiel d'énergie. Donc voilà, en 2 mots, je ne veux pas trop prolonger l'introduction, mais toutes les conditions sont réunies pour obliger à la décarbonation et toutes les possibilités existent pour en profiter au mieux. Justement, Othman, en tant que représentant en tout cas d'Innovix et du groupe OCP, comment un grand groupe comme OCP, notamment dans son action industrielle, imagine sa feuille de route pour justement mener des actions de décarbonation en ces temps? Très bien, merci Nora. Donc effectivement, je représente ici Innovix,
qui est le moteur d'innovation et de développement de nouvelles industries pour le groupe OCP. Donc le groupe OCP étant l'un des leaders mondiaux dans les engrais phosphatés. Alors pour répondre à votre question, comment est-ce qu'un groupe industriel fait face à ces enjeux-là? On est devant des contraintes, notamment des contraintes réglementaires, des barrières environnementales, des taxes carbone qui entrent en vigueur. Ça nous met devant le fait accompli, on est obligé de s'adapter à ça. Au-delà, en plus du bon sens paysan, il faut s'adapter au changement climatique. Donc il y a une question de responsabilité aussi sociale et environnementale, au-delà des contraintes réglementaires qui s'imposent à nous. Alors, pour vous donner un exemple, le groupe OCP a pris conscience de ça, et dans le cadre de sa nouvelle stratégie, on va dire, on appelle ça la troisième S-curve dans le langage OCP, la première étant le fait d'avoir développé toute la partie roche et la partie acide. La deuxième S-curve étant toute la partie de développement de l'acide phosphorique. Donc on descend un peu dans la chaîne de valeur des fertilisants. Donc dans la deuxième S-curve, c'est le développement donc, des engrais phosphatés. Et la troisième S-curve maintenant, c'est d'aller vers verdir l'industrie phosphatée et aussi diversifier l'activité de l'OCP. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas considérer ces contraintes environnementales uniquement comme, enfin de les subir uniquement, mais aussi de les prendre comme une opportunité de développer de nouvelles activités. Et donc c'est dans ce cadre-là que le groupe OCP a lancé donc Innovix, qui est donc le bras d'innovation et de développement de nouvelles industries, comme je disais. Et nous sommes filiales aussi de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est tout un pôle d'éducation, de recherche, de développement de tech, notamment de deep tech, et d'incubation de start-up qui constitue un peu tout cet écosystème-là. Donc, par rapport à ça, et dans le cadre de cette troisième S-curve, de cette nouvelle stratégie, le groupe OCP a lancé un grand plan d'investissement sur la période 2023-2027, avec un montant assez colossal de 13 milliards de dollars, dans lequel il y a le développement de nouvelles industries ou de nouvelles activités autour d'abord de l'énergie verte. Donc d'ici à 2027, l'objectif est de se doter d'une capacité d'énergie renouvelable de 5 gigawatts. Donc là, on parle sur une durée de temps de 5 ans. De développer aussi les capacités de production d'eau non conventionnelle, notamment 560 millions de mètres cubes d'eau dessalée, et en downstream, entre guillemets, de la production d'énergie verte aussi, de se doter d'ammoniac vert, le groupe OCP étant l'un des plus gros consommateurs et importateurs d'ammoniac, donc à hauteur de 1 million de tonnes à horizon 2027. Ça, c'est sur la partie, on va dire, énergie verte, et puis il y a aussi d'autres activités qui se développent autour. Et donc, tout ça se fait, d'où l'intérêt de l'intervention de Innovix, qui est en charge de développer toutes ces activités, bien sûr avec tout l'écosystème OCP et UM6P. Donc vous voyez, pour revenir à votre question, l'exemple du groupe OCP, un groupe industriel qui prend un peu le taureau par les cornes et qui non seulement prend de manière très volontariste le fait de se verdir, mais aussi l'utiliser aussi pour développer de nouvelles activités. Absolument, et ça place aussi le groupe OCP dans une place cœur de cette stratégie de verdissement de l'ensemble de la stratégie du Royaume. Et justement, en ce sens, Fatmi, les organismes financiers ont aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement de cette transition-là. Comment Attijari Wafa Bank, de manière globale sur la transition énergétique du Maroc, a-t-elle accompagné cette feuille de route sur ces dernières années ? Merci Nora, merci encore une fois pour l'invitation. Je me sens maintenant un habitué chaque année. Écoutez, d'abord pour le groupe Attijari Wafa Bank, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe panafricain qui est né de la fusion de deux grandes banques historiques marocaines et qui est aujourd'hui présent dans plus de 16 pays. On est 20 000 collaborateurs, plus de 10 millions de clients institutionnels, entreprises, particuliers. Et on s'est résolument engagé il y a plus d'une quinzaine d'années
pour l'accompagnement de la transition énergétique au Maroc et d'ailleurs dans l'ensemble de nos pays de présence. Alors, pour accompagner le contexte et la dynamique du Maroc, Bassem en a parlé, puisque le Maroc a adopté à la fin des années 2000 l'une des stratégies les plus ambitieuses d'Afrique. C'est celle de porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique du pays à 52% à horizon 2030. Si on fait un point d'étape 7 ans en arrière, je pense qu'on a fait près de 2/3 du chemin. Et on est à un mix électrique d'origine renouvelable, éolien, solaire et hydroélectrique, d'à peu près 40%. Donc pour accompagner cette dynamique, il y a eu également une vision réglementaire, puisqu'il y a eu un arsenal juridique qui a permis l'implication du secteur privé dans la production électrique du pays, notamment à travers la loi sacro-sainte 1309 qui a permis l'implication de secteurs privés dans la production électrique d'origine renouvelable. Il y a eu plusieurs projets de développeurs privés, marocains, français, on donnera quelques illustrations peut-être tout à l'heure, pour la mise en place de projets de production électrique d'origine renouvelable. Troisième élément d'ordre financier, c'est la Banque centrale. La Banque centrale qui, d'un point de vue de banque, nous a permis d'autoriser, puisque c'est des investissements extrêmement capitalistiques, nous a permis de déconsolider ces investissements sans entrer dans les détails techniques de la ligne CMDR, c'est le coefficient de division moyen pour une contrepartie. Et donc, ce qui nous a permis de financer ces projets-là via des schémas Project Finance, sans recours aux actionnaires, et ce qui nous a permis de mobiliser aux côtés du système bancaire national des fonds extrêmement importants. Donc à la fois cette vision réglementaire, cette vision stratégique à la Banque centrale a permis l'émergence d'un certain nombre de projets. J'ai parlé de 40%. Aujourd'hui, le Maroc, c'est 11 000 mégawatts à peu près de capacité installée. Sur ces 11 000 mégawatts, il y a 4 000 mégawatts d'origine renouvelable. Et bien évidemment, le groupe Tijaou Alpha Bank a accompagné toute cette dynamique. Je ne vais pas être trop long, peut-être laisser les exemples dans une question ultérieure, mais on a pris pleinement le chemin de l'accompagnement de cette transition énergétique à travers le financement de tous ces projets-là. D'accord. Donc également une politique très volontariste dans cet impact écologique au Maroc. Et justement, pour illustrer ces propos-là, Othman, quels sont les principaux projets du groupe OCP dédiés justement à la décarbonation qui ont été élaborés sur ces dernières années? Quels ont été aussi leurs principaux défis à être mis en place et quels ont été leurs succès? D'accord. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés dans le cadre de la stratégie de sustainability, de décarbonation, mais pas que, parce qu'aussi il y a derrière toute l'économie circulaire, le recyclage des byproducts, etc. Mais déjà sur la partie décarbonation, comme je disais tout à l'heure, c'est la production de 5 gigawatts, la mise en place d'une capacité de production de 5 gigawatts d'énergie renouvelable, d'1 million de tonnes d'ammoniac à horizon 2027. Via la mise en place d'infrastructures de production d'énergie solaire, d'énergie éolienne, la capacité d'hydrolyse pour la production d'hydrogène vert et également de production d'ammoniac. Et in between, il y a aussi le sujet du stockage et de la nécessité aussi d'installer des capacités avec des batteries stationnaires. Ce programme est en cours. Sur le programme solaire, les premières tranches sont déjà financées quand la mise en œuvre a déjà commencé. Le véritable challenge, disons, sur cette verticale-là, ça va être derrière, encore une fois, de ne pas en faire uniquement un projet de supply et de CAPEX, mais d'en faire aussi un projet de développement d'un écosystème derrière ça et de développer des capacités de production locale sur les différents maillons de la chaîne de valeur de ces infrastructures-là. Donc ça, c'est des projets qui sont déjà en cours, mais je disais aussi, au-delà de la décarbonation, il y a aussi la partie environnementale, parce que l'industrie, le groupe OCP, dans les produits dérivés, dans les byproducts qui sont générés, il y a des sujets de fluor, il y a des sujets de phosphogypse, sur lesquels le groupe OCP a lancé aussi des projets de valorisation de ces produits-là. C'est-à-dire de faire de ces rejets des produits qui ont une vocation à être utilisés dans d'autres industries.
Le fluor est très demandé dans beaucoup d'industries. Donc, nous sommes en train de travailler, la filiale a été créée, l'activité, le lancement des travaux de l'usine seront faits très prochainement. Donc voilà, la filière fluor, on va dire, est déjà sur les rails. Sur le phosphogypse, pareil, on est en train de structurer ce projet-là de manière à ce que ce gypse-là soit recyclé dans différentes voies de valorisation, dans la construction, dans l'amattement de sol. Il y a énormément d'usages possibles pour tout ça. Voilà comment faire d'un rejet, au contraire, quelque chose qui sert dans des industries ou dans des usages agricoles ou industriels ou du BTP. Alors il y a tout ça, il y a aussi au niveau de la chimie, on est en train de travailler, alors on est en phase d'exploration avancée, on commence à travailler sur du développement, sur des projets de carbone capture, de captation du carbone, de manière à ce que le carbone qui est dégagé par les installations industrielles puisse être non pas émis dans l'atmosphère, mais transformé lui aussi en produit qui soit valorisé sous forme de méthanol, de Sustainable Air Fuel, Airline Fuel, du SAF ou de différents produits. Voilà, donc ça c'est un peu les différents projets sur lesquels nous travaillons, on va dire sur ce qu'on appelle dans le jargon environnemental les scopes 1 et 2, donc la partie vraiment décarbonation de l'activité propre du groupe et de ses intrants. Mais on anticipe aussi sur le scope 3, c'est-à-dire sur les usages qui sont faits des produits du groupe OCP. Principalement dans le domaine agricole, puisque nous sommes des producteurs de fertilisants. Donc nous travaillons aussi sur le développement de nouvelles techniques d'usage agricole, d'exploitation agricole, notamment des méthodes dites régénératives qui permettent d'améliorer la captation de carbone des exploitations agricoles, avec tous des systèmes derrière d'obtention de crédits carbone qui sont valorisés et qui permettent d'ailleurs, retour à l'agriculteur, de le rémunérer pour qu'il puisse lui aussi tirer profit de cette manne, entre guillemets, de recyclage du carbone. Donc voilà, je vous donne un petit peu sur les différents scopes, tout ce qui est fait au niveau du groupe, et il y a encore plein d'autres choses qui sont en phase d'exploration. Mais voilà un petit peu pour vous dresser un panorama sur le type de projets sur lesquels nous travaillons. En effet, une grande mosaïque d'actions, tant sur la valorisation, la captation, la diversification énergétique. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ces illustrations qui témoignent d'une activité forte. Et justement, Fatmi, j'imagine aussi que Attijari Wafa Bank a accompagné beaucoup de projets dans ce sens-là. Est-ce que vous pourriez aussi nous en faire part de quelques-uns pour avoir une illustration de votre action sur ces sujets? Oui, bien sûr. Alors, peut-être avant de parler de décarbonation industrielle, parce que c'est ce qui va arriver après cette transition énergétique, sur la production électrique, le groupe a, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fortement contribué au financement des capacités que je citais. On a mobilisé près de 10 milliards de dirhams, c'est l'équivalent d'1 milliard d'euros à peu près, pour une capacité de près de 2000 MW, pour des projets, donc pour accompagner toute la dynamique que je développais, pour financer des projets d'origine solaire, éolien, hydroélectrique, sous différentes formes, soit des off-take de l'ONE, qui est l'opérateur national électrique, soit des développeurs privés, donc la fameuse LA 1309. Donc on a des exemples de développeurs, les parcs de Mazen, qui sont, je pense, connus à l'échelle mondiale, les parcs de Tarfaya, avec Nareva et Engie notamment 300 MW, le parc de Boujdour, et un certain nombre d'autres exemples comme ceci. Atmen a également parlé du dessalement, qui est extrêmement important. Nous sommes positionnés sur un projet de dessalement phare, celui de Casablanca. Vous savez que le Maroc vit un stress hydrique actuellement, et il y a plusieurs projets de dessalement d'eau de mer qui vont émerger, notamment la station de dessalement de Casablanca, qui sera l'une des plus grandes au monde, de 300 millions de mètres cubes. Et donc avec des investissements colossaux de plus d'1 milliard d'euros. Et donc nous structurons, nous arrangeons ce type d'opération, puisque le groupe a développé
ces 2 dernières décennies une véritable expertise en matière d'arrangement, de structuration, de syndication. C'est extrêmement important parce que pour parler de ces montants-là, ça signifie qu'on puisse syndiquer à la fois sur le système bancaire national, mais aussi auprès de banques internationales et de DFI, d'institutions multilatérales de développement, ce type de projet. Il y a également l'hydrogène vert qui arrive avec tout le potentiel du Maroc. Et on a la chance d'avoir un off-taker pour l'ammoniac de l'OCP qui jouera pleinement son rôle dans l'écosystème. Et donc, sur l'hydrogène vert, nous suivons également de près. Et nous sommes également en train de se positionner sur des projets extrêmement importants là-dessus. Intéressant aussi d'avoir votre vision sur ces sujets d'hydrogène vert qui rassemble beaucoup de recherche et développement. Donc une action aussi très importante sur ces domaines-là avec ces illustrations qui aussi témoignent de collaboration. Justement, Bassem, en termes de collaboration, aujourd'hui nous sommes entourés aussi de beaucoup de publics et peut-être d'entrepreneurs qui seraient intéressés à collaborer avec l'Afrique du Nord. Comment est-ce qu'une entreprise ou les entreprises françaises pourraient justement favoriser leur partenariat avec des partenaires en Afrique du Nord sur des sujets de décarbonation, sur des projets de co-industrialisation, co-innovation, co-développement? Alors, des partenariats entre l'Europe et le Maroc existent déjà dans plusieurs secteurs industriels, notamment l'automobile, par exemple, où des partenariats existent et où le Maroc a très très bien négocié le contenu et le profil de ces partenariats. Mais un des secteurs clés dans toute l'économie mondiale, c'est le secteur automobile. Et s'il y a un secteur qui est frappé par le changement climatique, c'est bien celui-là. Et donc, comme le Maroc est très investi dans ce secteur au niveau partenariat industriel cross-border, c'est-à-dire cross-continental avec la France et d'autres pays, les cartes sont en train d'être rebattues dans ce secteur. Et tout le monde se retrouve plus ou moins au même niveau. C'est-à-dire l'expertise passée de BMW dans le diesel ne compte plus. Il faut savoir faire des batteries. Et BMW est sur la même ligne de départ que n'importe quel nouveau entrant. Et ça, c'est très important à garder en tête parce que le secteur automobile et celui du transport en général est un secteur fondamental de l'économie mondiale. Et le Maroc est déjà très très bien placé. Le Maroc est bien placé pour 2 raisons. Un, par ses partenariats existants, et donc il connaît les partenaires, il connaît leur stratégie, et il peut, à travers une stratégie agressive de production électrique propre, intégrale, produire des batteries propres intégralement. Parce qu'en Chine, on fait 1 million de voitures par an, mais l'électricité est fabriquée avec le charbon. Au Maroc, si elle est fabriquée avec l'électricité, c'est du vrai propre, si je puis dire. Et ça, c'est une opportunité très forte qui attirera beaucoup de partenaires. Parce que si la capacité de production et de croissance d'énergie propre au Maroc est effectivement validée, ça va attirer énormément d'industriels qui cherchent à intégrer la valeur propre de leur batterie. Et ça, c'est pas facile aujourd'hui à faire autant qu'on le croit. Et dans ce cadre-là, le Maroc est extrêmement bien placé. Ça, c'est un exemple. Bon, on a d'ailleurs vu arriver d'autres partenaires que les Européens récemment, puisque le deuxième avantage du Maroc, c'est qu'il a des accords de libre-échange avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Donc ça va attirer des grands players asiatiques qui, eux, ne sont confrontés peut-être à des barrières, et faire du Maroc un endroit de production réelle, pas d'assemblage, mais de production réelle de véhicules intégralement propres, offre au Maroc la capacité d'exporter dans un cadre où il n'est pas confronté, comme ces producteurs asiatiques, à des barrières. Et ça fait que le Maroc devient extrêmement attractif dans la chaîne de valeur de l'industrie du transport globalement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'au Maroc, on a bien compris la chose et on est en train de bien se positionner sur ce sujet. L'autre point important, c'est le BTP, les bâtiments et travaux publics. Et là, vous êtes bien placé pour le savoir. Un des challenges de la décarbonation, c'est l'isolation et les méthodes de construction. Eh bien, introduire dans les dossiers de crédit, on en a un peu discuté, des paramètres qui ne sont pas seulement financiers, mais de sustainability et climatique,
fait que le risque de crédit sur ce projet peut augmenter ou baisser en fonction de sa crédibilité au niveau isolation et donc faible variabilité de température quand la température extérieure change. Et ben ça devient un élément de valorisation de l'actif qui n'existe pas avant, qui existe demain, et on sait combien le secteur est crucial dans l'économie au Maroc et dans le pacte social. Donc ces deux éléments sont extrêmement importants et offrent une très grande opportunité si on évolue, parce que c'est vrai qu'il y a des réglementations, mais je pense qu'il faut saisir l'opportunité et ne pas attendre des réglementations et être plutôt compétitif d'une manière volontariste. Et je pense qu'il y a une très bonne coordination au Maroc entre les membres de la communauté entrepreneuriale pour avoir compris qu'il ne faut pas attendre les contraintes. Les contraintes sont déjà là, on les expérimente tous les étés. Merci Wassem. Justement, donc peut-être à retenir l'intégration justement dans les chaînes de valeur, le verdissement de ces chaînes de valeur pour in fine avoir des produits finis qui ont une chaîne qui leur permet d'avoir 100% d'électrification verte. Merci beaucoup Wassem pour cette intervention. Justement, Fatmi, Wassem a commencé à le mentionner sur l'évaluation des financements verts. Comment en fait évaluer un projet de financement sur la décarbonation au sujet de transition énergétique en prenant en compte, en plus des sujets financiers ou de solvabilité, les risques environnementaux? Alors, c'est un sujet extrêmement important. Pour faire le parallèle par rapport à ce que je disais, jusque-là, la transition énergétique était essentiellement du financement. On s'est positionné en tant que banque et groupe financier via le financement des grands projets de production électrique d'origine renouvelable. Maintenant, il y a une vraie également une offre stratégique, une réflexion stratégique qui est en train d'être menée dans le groupe pour se positionner, comme a dit justement Bassem, de manière proactive sur le sujet de décarbonation, puisque nous avons un rôle de banque citoyenne pour accompagner tout le tissu industriel dans la décarbonation de l'économie. Et il y a clairement des enjeux d'adaptation, et notamment pour les industriels exportateurs qui devront, avec l'installation de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sous peu, et qui devront indéniablement adopter une stratégie bas carbone pour préserver leur compétitivité à l'international. Et donc, nous avons un rôle en tant que système bancaire national et groupe Tijari Wafa Bank particulièrement pour accompagner cette dynamique et offrir une offre adaptée et sur mesure à la fois pour les différents secteurs qu'a cité Bassem, que ce soit la cimenterie par exemple, qui reste un secteur assez polluant, les BTP et un certain nombre d'autres secteurs. Et donc pour cela, nous avons commencé à anticiper pour intégrer les risques environnementaux dans les décisions de financement. Indépendamment de la contrainte positive que va mettre en place la Banque centrale sous peu, parce que c'est au stade de circulaire et ça sera bientôt sous forme de directive pour intégrer justement les risques environnementaux dans les décisions de financement des banques. Au-delà de jusque-là, une banque de manière générale analyser le risque crédit à travers, comme le disait Bassem, un bilan financier, les fondamentaux, le projet, sa viabilité financière. Maintenant, il faudra intégrer également les éléments environnementaux et faire des ratings par secteur, ce qu'on est en train de mener justement en interne, des ratings par secteur de manière à qualifier ce secteur-là, c'est un rating F, celui-là, forcément la production électrique d'origine renouvelable, c'est du rating A, de la cimenterie, c'est elle, et donc de pouvoir prendre nos décisions de financement en intégrant également le risque environnemental ou social, puisque nous avons un rôle à jouer en tant que banque pour je dirais, c'est une contrainte, mais c'est pour pousser les industriels qui, de facto, en tant qu'exportateurs, devront se mettre à niveau, mais les bailleurs de fonds et les banques de manière générale ont un rôle également à jouer là-dessus pour intégrer les risques environnementaux dans leurs décisions de financement. Et c'est tout l'enjeu des prochaines années, c'est accompagner le tissu industriel marocain et d'ailleurs de l'ensemble de nos pays de présence, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est présent dans 16 pays d'Afrique, donc nous dupliquons cette expérience dans chacun de nos pays de présence en Afrique subsaharienne
pour accompagner chacune des économies où on est présent dans la décarbonation industrielle. Très bien, merci Fatimi. En effet, une grande feuille de route sur un grand continent avec justement une multitude de réflexions sur le traitement de ces nouveaux financements, en tout cas, et leur éligibilité en fonction de leurs critères et impact environnemental et social notamment. Justement, Othman, sur cette fibre toujours de collaboration, est-ce que le groupe OCP, Innovix également, envisage des collaborations avec des entreprises locales au Maroc ou des entreprises internationales pour justement ensemble essayer de trouver les solutions pour favoriser la décarbonation industrielle et également la transition énergétique? Alors absolument. Cette collaboration est vraiment dans l'ADN de la manière dont on voit le développement de ces filières-là, sous différentes formes. Il y a déjà le besoin d'une intégration upstream, downstream des différentes chaînes qu'on est en train de développer. Derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit on veut installer des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, des batteries, des électrolyseurs, du dessalement, ça fait quand même un paquet de partenaires qu'il va falloir embarquer. Parce qu'on est vraiment dans une approche où on ne veut pas faire ça sous forme de simple purchasing ou supply, c'est-à-dire on passe commande, on achète. On fait ça dans le sens de développer des chaînes de valeur, de localiser au maximum de l'activité au Maroc ou ailleurs, idéalement au Maroc, et de développer des partenariats, de développer aussi de l'IP, de la connaissance, de la techno, pour être en partie souverain sur ces technologies-là. Alors, on ne le sera jamais totalement tout seul, on travaille beaucoup en écosystème, mais en tout cas, on n'est pas dans une approche purement commerciale. On développe Donc, pour répondre à votre question, oui, on est complètement dans cette approche, d'où notre présence ici d'ailleurs, parce qu'on a rencontré d'ailleurs ce matin des startups très intéressantes qui se posent d'ailleurs les mêmes questions que nous sur certains sujets en termes de green energy. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur la partie énergie verte, c'est qu'on est quand même sur des technos qui sont pour beaucoup encore naissantes. Donc quelque part, il n'y a pas encore, à quelques maillons près, il n'y a pas encore vraiment de techno complètement éprouvé sur les électrolyseurs typiquement, où on est encore sur des phases encore industrielles, mais de petite taille. Là, quand on parle de gigawatts d'électrolyseurs, je ne connais pas d'acteur valeur aujourd'hui qui a déjà réalisé des projets de cette taille-là. Donc on est dans de la co-construction quelque part. Et l'idée, c'est qu'on le fasse en partenariat avec ces acteurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient locaux. L'idée aussi, c'est de développer de l'IP, de développer des startups, de développer de la deep tech. Et pour ça, donc, on s'appuie beaucoup sur l'université Mohamed VI Polytechnique, qui a des capacités dans ce domaine-là, soit en propre, soit en partenariat avec d'autres universités dans le monde. Et justement, le rôle d'Innovix, c'est de faire un peu le bridge entre cette partie R&D et deep tech et la partie industrialisation. C'est vraiment l'une de nos raisons d'être. Donc voilà, les partenaires, on va les chercher, que ce soit localement au Maroc, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, là où ils sont. D'ailleurs, nous investissons, nous avons des fonds d'investissement dont l'un est basé aux États-Unis, à Silicon Valley, pour aller chercher là où il faut les startups qu'il nous faut. On investit dedans pour rentrer dans ces technos-là. La deuxième chose, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, de créer de la valeur ajoutée locale, de créer de l'écosystème local, parce que l'objectif, c'est aussi, au-delà de développer ces filières, d'avoir un impact économique en l'occurrence au Maroc et dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Je parlais du plan d'investissement qui a été lancé par le groupe OCP. Il a pour ambition de créer 600 PME locales, de créer 25 000 emplois, d'atteindre un taux d'intégration locale de 75% de certaines industries qu'on développe. Donc on est vraiment dans cette approche de développer des écosystèmes, de collaborer avec des partenaires et de faire de la co-construction et du co-développement.
aussi un grand chantier de recherche et développement, j'imagine, sur des sujets encore à l'aune de leur production et surtout massive. Donc vraiment intéressant d'avoir ces ambitions et comprendre les collaborations qui peuvent justement exister, hein, et notamment pour les personnes qui nous écoutent. Et justement, merci messieurs, hein, pour vos interventions et toutes ces informations sur l'enjeu et les opportunités de la décarbonation industrielle. Par rapport à tous les éléments qui ont été mentionnés, alors il nous reste 5 minutes pour des questions. Est-ce que vous aurez des questions? On vous ramène un micro. On m'entend, parfait. Bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour la qualité de cette présentation et surtout vous remercier pour ce titre qui se termine par un nom qui m'est particulièrement auquel je suis sensible, le Maghreb, à savoir que tout le monde ici dans cette pièce est convaincu que c'est une question liée au Royaume du Maroc et justement cette vision transnationale dont s'inspire lui-même Ben Barka et dans cette continuité de vouloir intégrer l'ensemble des acteurs du Maghreb dans les questions du développement économique liées aux différents enjeux que vous avez cités. Et pour le coup, j'aimerais vous remercier pour cette mise en valeur du Maghreb, bien qu'on sait que c'est quand même une question liée au Royaume du Maroc et ses ambitions. Et justement, je m'arrête ici. Et justement, donc, mes questions sont liées donc, à mon domaine d'activité, enfin à mes anciens domaines d'activité. Donc, je me présente pour commencer. Donc, je m'appelle Moussa Mafoufi. Initialement, j'étais ingénieur en géophysique lié à des applications d'études de sol. Je me suis reconverti dans ce qui me parlait le plus, c'est-à-dire la géologie. Et je suis actuellement enseignant en géologie sur des applications en particulier, notamment la gémologie, donc l'identification des pierres précieuses. Et notamment, actuellement, je suis en pleine prospection du Sud Atlas et du désert du sud du Maroc. Merci. Et donc pour ma question concernant le carbone. Alors, sur le stockage du carbone, donc j'ai une connaissance sommaire sur cette question-là liée en France, notamment avec l'Institut français du pétrole et également aussi toutes ces entités agissant dans le Maghreb pour le développement des questions liées au pétrole, mais également aussi au stockage de CO2. Et j'aimerais savoir si l'ensemble des acteurs sur lesquels ces projets, enfin le projet de stockage de CO2 est uniquement une question marocaine et dans lequel vous souhaitez vous développer, ou si vous êtes à la recherche d'un savoir-faire qui peut se trouver dans différents pays et notamment la France. Je le dis pas à titre personnel, c'est juste à savoir si sur ces questions-là, il y a une ouverture dans la recherche de nouvelles idées sur lesquelles certains pays ont un avancement. Et justement, pour avoir une connaissance sur cette question-là, je sais que dans le sud de la France, donc, il y a un savoir-faire sur le stockage de CO2. Donc c'était ma première question, bien savoir. Monsieur, je suis désolée. Mais j'ai d'autres questions concernant la Mauritanie. Monsieur, je suis désolée. Il faut faire passer le micro. Parce que j'aimerais poser des questions concernant la Mauritanie. Oui, il faut qu'on fasse tourner le micro. Monsieur, oui. Oui, bonjour, merci d'abord pour la présentation. Moi, ma question, vous avez parlé de stress hydrique et de risque climatique. Et je voulais savoir, à vous, monsieur Srali, c'est ça, aujourd'hui, à Tijari Ouafa, quels sont les dispositifs mis en place pour qualifier le risque climatique, sachant qu'il y a un séisme qui a touché le Maghreb, le Maroc, il y a quelques semaines. Quels sont les dispositifs mis en place pour étudier ce risque-là aujourd'hui pour le financement des projets au Maroc? Oui, alors on peut répondre aux deux premières questions. Fatimi, peut-être sur la deuxième, la première en fonction de ce que vous voulez. Non, pour répondre à la première question, la réponse est oui. Nous sommes tout à fait, non pas ouverts, mais même à la recherche de partenaires. Et encore une fois, nous avons rencontré pas plus tard que ce matin des startups françaises qui sont complètement dans ce domaine-là. Et encore une fois, ce sont des technologies naissantes. Donc, elles ne peuvent être... il y a des synergies à faire, il y a du co-développement à faire. Donc, on est absolument ouvert à ces collaborations-là. Alors, pour répondre à votre question, quand je parlais tout à l'heure de risque environnemental, ça inclut dans un chapeau plus global le risque climatique.
Et donc, concrètement, aujourd'hui, au-delà de la contrainte dont j'ai parlé que va imposer la Banque centrale, nous, au niveau du groupe, de manière proactive, nous avons anticipé, notamment à travers le screening du portefeuille de l'ensemble, que ce soit des PME, PMI, des corporates, et d'analyser l'impact de cette activité sur l'émission de gaz à effet de serre. De manière globale, et donc, in fine, le risque climatique, environnemental, il y a même les risques sociaux qui sont intégrés dans cette dynamique. Et donc, comme ce que je disais, nous entamons un scoring pour intégrer l'ensemble de ces paramètres dans nos décisions de financement. Parce que, in fine, l'aspect financier devra être aussi important que le risque climatique. Chacun de nous, en ce qui le concerne, un industriel doit se mettre à niveau pour préserver sa compétitivité à l'international avec la taxe carbone. Un groupe bancaire comme le nôtre doit jouer son rôle pour inciter le tissu industriel à se mettre à niveau. Voilà. Merci beaucoup. Merci des navrés, on a fini le temps escompté. Othman, Fatmi, Bassem, un grand merci pour votre intervention et votre participation. Mesdames et messieurs, merci également d'avoir assisté à ce panel et à très bientôt.